Donc, bienvenue dans votre programme l'ASPAT Séminaire. Nous sommes très ravis aujourd'hui pour la présentation de notre séminaire portant sur la ZLECAf. Le LASPAT qui est un laboratoire de recherche interdisciplinaire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Il impulse une recherche dynamique sur les questions liées à la transformation digitale, au genre, à la démocratie, à l'édition scientifique, aux politiques publiques, au panafricain. Le LASPAT accorde une grande importance à la formation des jeunes chercheurs et au partage des doctorants et en ouvrant les séminaires à un vaste public. Permettez-moi de me présenter. Je suis Mohamed Mbaye, doctorant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis en sciences politiques, plus particulièrement les études internationales. Parallèlement, je suis assistant chercheur au LASPAT. Je prépare une thèse de doctorat sur la ZLECAf. Ainsi, avec la création de la zone de libre-échange continentale africaine, qui est une opportunité offerte, une réflexion sur l'industrie en Afrique est primordiale, eu égard des multiples enjeux de ce vaste marché continental. Toutefois, l'expérience de l'Afrique en matière d'industrialisation est en général décevante, malgré la mise en œuvre au fil des années de plusieurs stratégies d'industrialisation. Mais le débat sur l'industrialisation des pays africains a retrouvé un regain d'intérêt à la faveur du lancement du projet emblématique de la zone de libre-échange continentale africaine. Puisque l'Afrique possède de nombreux atouts pour réussir sa transformation manufacturière, elle dispose a priori d'un accès proche à des matières premières, notamment minérales, mais aussi à des produits agricoles et forestiers. Sa population active réserve des main-d'œuvre les plus dynamiques au monde, le développement d'une classe moyenne urbaine crée un nouveau marché domestique. D'ailleurs, c'est à ce titre que nous comprenons Kwame Nkrumah quand il disait, je cite, nous avons ici en Afrique tout ce qui est nécessaire pour devenir un continent puissant, moderne, industrialisé. Loin de manquer de ressources, l'Afrique est probablement mieux équipée pour presque toutes les autres régions du monde. À cette fin, la ZLECAf a notamment pour principal objectif d'améliorer la compétitivité au niveau de l'industrie et les entreprises en exploitant les perspectives de production à grande échelle, d'accès au marché continental et d'une meilleure réallocation des ressources. C'est un moyen de promouvoir l'industrialisation dans le cadre d'un marché intégré pour éviter que ce marché continental profite plus les multinationales qu'aux Africains. Nous accueillons aujourd'hui Madame Bintou Diamanga, qui nous a fait l'honneur d'être notre intervenant dans ce cycle de séminaire. Bonjour, Madame Manga. Elle est la chef de division d'intégration et coopération industrielle au ministère du Commerce et de l'Industrie. Madame Manga nous fera aujourd'hui un séminaire sur la promotion de l'industrie en Afrique par la zone de libre-échange continentale africaine. Après sa présentation d'une demi-heure, nous lui poserons quelques questions. Madame Manga, la parole est à vous. Bonjour Mohamed, bonjour à tout le monde. Bonjour. L'honneur m'est fait aujourd'hui par l'ASPAT de me convier à ces activités, ces séries de séminaires qu'ils font au niveau du laboratoire. Le thème aujourd'hui abordé, c'est d'une importance capitale, à savoir le développement industriel de l'Afrique. Comment la zone de libre-échange continentale africaine peut-elle y contribuer? Vous le savez, hein, depuis 2012, quand les pères fondateurs au niveau de l'Afrique se sont un peu scientifiques, devenus conscients que c'est l'heure de l'Afrique, parce qu'il est temps que les Africains prennent en main leur destinée. Et ils se sont rendus compte que l'Afrique est dépendante sur tout, et ils ont dit que stop, c'est le temps d'arrêter, c'est le temps que nous prenons nos destins en main. Parce qu'au sortir des indépendances, nous savons que les nations africaines étaient très peu développées, ils commençaient, les économies n'étaient pas au beau fixe, il n'y avait pas d'infrastructure, mais il y avait des ressources naturelles énormes. Alors, en 2012, à la conférence des chefs d'État et de gouvernement, ils ont estimé, voire au niveau africain, on commerce peu, environ 15%. Tout ce que nous avons comme besoin, on l'importe hors Afrique. Et entre Africains, on n'échange pas. Ils se sont dit non, il est temps d'arrêter. Il est temps
que nous prenons nos destins en main, que nous commerçons entre nous, parce que tout ce dont nous avons besoin se trouve en Afrique. On parle de développement industriel africain. Et au niveau mondial, on sait que tous les pays développés sont passés par l'industrialisation, que ce soit asiatique, que ce soit les pays américains, que ce soit la pêche. Qu'est-ce qui empêche l'Afrique de industrialiser? Ce que nous allons voir dans cette session, je vais présenter sous ce plan, dans un premier temps, essayer d'introduire le contexte africain au niveau industriel. Également, ce que la ZLECA peut être comme levier, comme source de booster l'expansion industrielle au niveau du continent. Également, on sait qu'il y a beaucoup de défis et essayer de lister quelques-uns qui vont nous permettre de les surmonter parce qu'on sait que tout chemin est parsemé d'obstacles et que l'industrialisation de l'Afrique ne sera pas facile. Pourquoi? Parce que l'Afrique est la chef nourricière du monde, que ce soit les Occidentaux, eux tous, ils viennent en Afrique pour s'approvisionner. On nous propose des partenariats à l'instar des APE pour venir prendre nos matières premières, les transformer et venir nous les revendre plus cher avec une valeur ajoutée plus importante. Et je dis que là, ça doit cesser. Ça ne sera pas facile, certes, mais ensemble, si l'Afrique est soudée, si l'Afrique est unie, si les Africains savent que c'est leur heure qui a sonné, s'ils utilisent le terme que les Américains utilisent, America First, mais nous, on va dire Africa First. Parce qu'avant tout, il faut d'abord penser à soi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais ce qui est normal. Parce que chaque continent doit pouvoir se... Si on pense que ce sont nos partenaires extra-africains qui vont nous sortir de, de ce moment, ou bien de cette industrialisation limitée, là, on se leurre. C'est à nous seulement d'être conscients. C'est à nous de faire les efforts, tout en sachant qu'on est doté. L'Afrique est bénie. L'Afrique a la terre. L'Afrique a les ressources naturelles. L'Afrique a le capital humain. L'Afrique est particulièrement jeune. Si on prend l'exemple du Sénégal, la moyenne, c'est 19 ans. La jeunesse, c'est la force vive. On ne manque rien pour s'industrialiser. On ne manque rien pour se développer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste savoir les utiliser, avoir les bonnes stratégies et avoir la volonté de s'en sortir. Et enfin, je vais donner quelques recommandations pour maximiser l'impact de la ZLECAf sur le développement industriel. Alors, nous savons que dans le contexte africain actuel, l'industrialisation représente un pilier fondamental pour un développement durable. Ça, c'est indéniable. C'est le seul moteur d'une croissance économique et d'un développement durable. Mais le constat est là, nous l'avons constaté nous tous. Malgré des richesses considérables, des ressources naturelles et humaines, comme je viens de le dire, l'Afrique reste et demeure sous-développée. Pourquoi? Ça limite la création de valeur. Parce qu'il n'y a que dans la transformation, la fabrication de ce dont nous avons besoin qu'on peut se développer. La dépendance économique du continent est là. Le constat est là. Tout le monde le remarque. Je vais donner quelques statistiques sur le niveau de dépendance que nous avons. Mais on peut garder toujours l'espoir. Parce que comme je l'ai rappelé, en 2012, nos pères fondateurs ont élaboré ce qu'on appelle l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et dans cet agenda, ils ont mis en place ce qu'on appelle la zone de libre-échange continentale africaine, sous le sigle ZLECAf. Cette ZLECAf constitue une opportunité sans précédent pour inverser la tendance, à condition qu'elle soit bien utilisée, à condition que nous, Africains, nous soyons conscients que cette ZLECAf est une aubaine, que cette ZLECAf doit nous sortir de notre pauvreté, que cette ZLECAf
doit mettre l'Afrique dans le concert des nations. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les ressources naturelles sont limitées, mais nous avons quelques statistiques. Le secteur manufacturier représente 15% du PIB. Ce que nous avons constaté tous, c'est le secteur primaire qui prédomine, l'agriculture, une transformation très faible. Si je prends l'exemple du Sénégal, le PIB industriel représente 22%, à savoir même ce PIB industriel, qu'est-ce qui permet de l'avoir? C'est les multinationales qui appartiennent à des Occidentaux, également la dépendance aux importations, particulièrement de tout ce que nous consommons. On importe plus qu'on exporte. Tout ce que nous consommons, que ce soit des biens de première nécessité, est importé. Également, il y a les infrastructures qui sont insuffisantes. On se plaint tous les jours que l'énergie n'est pas suffisante et il coûte très cher. Je prends l'exemple du Sénégal. La logistique fait défaut. On n'a pas de système de transport efficient parce que pour aller en Europe, c'est plus facile que de se déplacer en Afrique. La preuve, tu peux quitter le Sénégal pour aller au Nigeria, tu es obligé de passer toute la journée à faire des escales un peu partout. Alors que pour aller dans un pays occidental, c'est tout près. Tu as des vols directs pour faire le transport maritime. Prendre un conteneur de la Chine pour l'amener au Sénégal, c'est beaucoup plus facile de prendre un conteneur du Bénin jusqu'au Sénégal. Ça coûte moins cher et ça fait moins de temps. Alors, c'est quoi le problème? Parce qu'il s'est trouvé que au niveau de l'Afrique, le fret maritime n'est pas leur priorité, je ne sais pas, ou bien n'est pas très développé. Il n'y a que des bateaux étrangers qui viennent desservir. La COVID l'a montré. Le fret maritime a tellement triplé ou quadruplé même. Et jusqu'à présent, ces crises-là nous poursuivent. Il s'est passé la COVID-19, ensuite la crise russo-ukrainienne. Aujourd'hui, nous parlons de la guerre commerciale que M. Donald Trump a mis en place. Mais nous faisons que suivre, nous faisons que subir les chocs exogènes. Parce que de ces trois crises, c'est vrai que la COVID nous a touchés, mais la guerre russo-ukrainienne, pourquoi les Africains devaient être impactés? Parce que nous sommes trop dépendants. La guerre commerciale de Trump, si en mesure on était aussi développés qu'on ne dépendait pas des autres, ces chocs exogènes devaient être moindres. Mais ça nous touche de plein fouet. Pourquoi? Parce que nous sommes trop dépendants. Et je pense que ça, c'est le moment de essayer de se départir de cette dépendance. En quoi faisant? La structure actuelle montre une faible compétitivité des produits africains sur le marché international. On ne peut même pas amener nos produits transformés au niveau mondial. Il n'y a que au niveau de l'Afrique qu'on peut prétendre exporter. Et là, toujours est-il que l'exportation au niveau africain est à un niveau très faible. Il y a d'autres difficultés également, l'accès au financement. Mais qu'est-ce qui pose cet accès au financement? Parce que les banques sont étrangères. S'ils savent que s'ils financent le financement des industries africaines, ils seront développés et ils viendront plus s'approvisionner dans leur continent. Il y a des réglementations très complexes et disparates qui fait un obstacle majeur pour l'industrialisation de l'Afrique. Au niveau africain, la population mondiale l'Afrique représente 17% de la population mondiale, mais sa contribution dans l'économie, on n'est qu'à 3% du PIB mondial. Vous voyez ce que ça fait. Donc, ça veut dire que on est très, très en retard. Mais je dis que l'espoir est toujours permis. Et ça, on y croit. Mais il faut que tous les Africains y croient. Savent que les Occidentaux ont plus besoin de nous et non le contraire. Savent que nous avons toutes les armes à la main. Mais toujours est-il que si vous avez des armes et vous ne savez pas comment les utiliser, ça ne vous servira à rien. Ça peut même être porté contre vous. Également, toujours sur le plan industriel, en 2022, d'après les rapports, l'industrie et la valeur ajoutée manufacturière était de 700 milliards de dollars, mais ça représente que 10% de la valeur ajoutée manufacturière de l'Asie. Seulement 10%.
Vous voyez ces chiffres, leurs faiblesses, cela donne plusieurs sources de réflexion. Parce que nous ne transformons pas. Parce que nous avons une dépendance accrue des produits transformés. Tout ce que nous avons comme produit, nous l'exportons. Et les Asiatiques, les Occidentaux, les Américains les transforment en produits finis, nous rapportent ça et nous le vendent plus cher. Je donne des exemples. La mangue sénégalaise, qui est très prisée à l'étranger, on les exporte à l'état brut. Ils les transforment en produits sophistiqués. Au niveau de la Côte d'Ivoire, le cacao, qui est très prisé, ils les exportent. Ils les transforment en chocolat. Vous savez ce que coûte une barre de chocolat et ce que coûte un kilo de cacao. Et il y a tant d'autres produits qui subissent le même sort. Nos ressources minières. Nous avons des industries minières au Sénégal, mais la majeure partie, ils l'exportent à l'état brut sans transformation. Aujourd'hui, il y a l'avènement du pétrole et du gaz. Si nous ne faisons pas de transformation au niveau africain, on exporte ces matières premières à l'état brut, ils les traitent, ils les manufacturent et ils nous répartissent ça. On les achète plus cher. Et le cercle vicieux va continuer. Maintenant, la conscience des États africains a sonné, a commencé. Moi, je me dis que on ne pouvait pas mieux rêver que de la ZLECAf pour avoir participé aux différentes phases des négociations, à la première phase et la deuxième phase. La première phase s'est étendue de 2015 à 2019. Après la signature en mars 2018 à Kigali, 54 États africains ont signé. Et la ZLECAf est entrée en vigueur en mai 2019. D'ailleurs, c'était hier même, la célébration de l'entrée en vigueur de l'accord de la ZLECAf. En 2021, c'est le lancement des échanges effectifs. Il y avait une initiative sur le commerce guidé. Le secrétaire de la ZLECAf aidait les États à pouvoir commercer, à les montrer les instruments, l'accord cadre avec ses protocoles et ses annexes, qui couvrent pratiquement tous les champs, que ce soit sur le commerce de marchandises, sur le commerce de services, sur le règlement des différends. Ça, c'était la phase 1, parce qu'on sait qui parle de commerce, parle d'éventuels différents. Donc, tout est bien pensé. Ça existe au niveau de l'OMC. Au niveau africain aussi, on a notre mécanisme de règlement différent. Pour la phase 2, ils ont essayé de penser à tout. Parce qu'en pensant zone de libre-échange, on pense investissement. On pense concurrence. Nous pensons propriété intellectuelle. Nous pensons commerce électronique. Et il y a même un protocole sur les jeunes et les femmes. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en Afrique, le commerce est pratiqué presque plus par les jeunes et les femmes. Surtout le commerce transfrontalier. Ce sont des braves dames qui sont dans au niveau des frontières, qui nourrissent les populations et elles sont au bas de l'échelle. Elles font le commerce transfrontalier informel. Alors, après avoir négocié ces différents protocoles, qui continuent toujours, parce que pour le protocole commerce de marchandises, il y a ces annexes sur les règles d'origine qui restent toujours quelques chapitres en suspens, à savoir sur le textile et sur les véhicules. Et on sait qu'en Afrique, sur le textile, nous avons un potentiel énorme parce que la culture cotonnière marche bien en Afrique. Mais toujours est-il que ces cotons sont exportés à l'état brut et sont exportés dans les pays asiatiques. Ils les transforment en vêtements, en tissus et nous ramènent ça. La preuve, au Sénégal, on est à la veille de la Tabaski. Vous voyez, il n'y a que le commerce de tissus qui marche au Sénégal. Sur ce maillon, le Sénégal a un avantage sur le maillon confection. On est très fort en confection. Mais toujours est-il que nous n'avons pas de tissus. Tous les tissus sont importés de Dubaï, d'Inde, de Turquie et j'en passe. Alors, si nous maximisons nos profits en utilisant le coton que nous avons, nous sommes par exemple au Sénégal dans des communautés économiques régionales, à savoir la CEDEAO et l'UEMOA,
Nous avons des pays qui ont des niveaux de production cotonnière énormes, le Bénin, le Mali et le Burkina. Si, par exemple, les unités industrielles textiles au Sénégal marchaient, même si, parce que c'est vrai, au niveau Sénégal, le niveau de production cotonnière n'est pas très développé parce qu'il n'y a que vers le Sénégal oriental, Tambacounda, Kédougou et Kolda, où on le cultive. Mais nous pouvons importer ce coton du Burkina, du Mali et du Bénin, la transformer au Sénégal. Et dans ce cas, ce sera un commerce intra-africain, mais intra-communauté régionale. Parce qu'on sait, la CEDEAO qui a plus de 50 ans, l'UEMOA qui a 30 ans, les États peuvent commercer librement sans payer les droits de douane. Et ça crée une chaîne de valeur africaine. Le coton cultivé en Afrique, transformé dans un autre pays africain en tissu et confectionné dans un pays africain, ça crée ce qu'on appelle les chaînes de valeur africaines. Et je pense que c'est bien possible. Et il y a tant d'autres produits où nous pouvons le faire. Mais la preuve, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nos cotons, que ce soit celui du Sénégal, que ce soit celui du Burkina, sont exportés à l'état brut. Bon, dans une moindre mesure, le Burkina a essayé de transformer un tout petit peu. Mais vu la quantité de leur production, la quantité qui est transformée est minime, voire infime. Également, on a des possibilités avec la ZLECAf, où les barrières tarifaires seront réduites sur 90% des lignes. Il y aura 3% qui seront exclus. Ça, c'est décidé dans un premier temps. Mais le protocole de la ZLECAf est assujetti à des révisions. Chaque 5 ans, parmi les annexes et les protocoles, il y a des révisions. Parce que c'est comme ça dans un accord. Vous mettez des règles en place, vous appliquez. Au bout d'un certain temps, vous évaluez. Vous voyez, est-ce que ça marche dans le bon sens? Oui, on peut continuer. Est-ce qu'il y a des corrections qu'il faudra faire? On révise certaines règles qu'on a mises en place. Parce que ce sont les hommes qui ont négocié, ce sont des experts qui ont négocié, en pensant que ce sont les bonnes règles qu'ils ont mises en place, mais la pratique, s'ils nous montrent autre chose, ça ne coûte rien de revoir, d'évaluer et de réviser, toujours pour la bonne marche de notre continent. Là, je l'ai dit tantôt, la transformation locale. Nous avons des ressources agricoles un peu partout. La texture économique africaine est un peu semblable dans plusieurs États. C'est des ressources agricoles, des ressources minières, pétrolières, gazières. C'est, c'est des ressources sur tous les plans, les ressources humaines. Une jeunesse bien dégourdie. S'ils sont bien formés, je pense que l'usage peut être bien efficient. Également, la ZLECAf comme catalyseur, c'est bien pensé. Un cadre juridique et réglementaire cohérent, comme je l'ai tantôt cité, les protocoles, l'accord cadre d'abord, signé en 2018, les protocoles sur les marchandises, les services, règlement des différends, l'investissement, la propriété intellectuelle, la concurrence, le commerce électronique, les jeunes et les femmes. Vous dites que tout est bien pensé. Qu'est-ce qui reste? L'application. Et ce protocole fait nourrir d'espoir pas mal d'huile, même les investisseurs étrangers. Je peux vous dire aujourd'hui, le protocole qu'on a négocié est bien même plus maîtrisé par les Occidentaux. Ils ont étudié nos protocoles, notre accord cadre. Mais toujours est-il que dans l'applicabilité, c'est aux États africains de mettre les dispositions en place. On ne dit pas non aux investissements directs étrangers, parce que la preuve nous a montré que nous n'avons pas de ressources financières, mais nous avons des trésors, nous avons des ressources naturelles. Si un investisseur étranger vient, il trouve un cadre favorable. S'il veut bien investir dans notre continent, il est le bienvenu, à condition que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Mais toujours est-il que il faut que la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation soient de mise. Je donne des avantages. Je donne l'exemple des zones économiques spéciales. Sénégal, nous en avons 3, au niveau de Sandiara, au niveau de Diamniadio et au niveau de Diass.
C'est un cadre favorable, attractif aux idées qu'on a mis en place. Dans ce cadre, on donne des avantages aux entreprises qui viennent investir, l'avantage fiscal. Au lieu de payer le plein pot, 30% de l'impôt sur les sociétés, on leur donne de payer 15%. Un avantage sur la contribution forfaitaire, un avantage sur le foncier, un avantage sur les règles de change, un avantage sur le transport, sur l'énergie. Mais en contrepartie, ils doivent faire des industries à haute valeur ajoutée dans nos pays. Ils doivent recruter un nombre important de Sénégalais. Ils doivent faire un transfert de compétences. Ça, ce sont des règles que tout investisseur étranger doit obéir pour être éligible dans ces zones économiques spéciales. Et l'avantage aussi de la ZLECAf dans ce cadre, c'est qu'il y a même un règlement sur les zones économiques spéciales qui doit participer au commerce de la ZLECAf. Un règlement bien pensé et bien ficelé. Mais si l'usage reste, l'effet escompté n'y sera pas. Donc, toujours est-il que la mise en œuvre. Et ça, j'ai l'habitude de le répéter chaque fois. On met des textes, on met un cadre, mais aussi on doit veiller à une mise en œuvre correcte, efficiente et efficace qui va permettre à l'Afrique de tirer son épingle du jeu. Parce que nous avons tous les atouts. Nous avons un marché de 1,2 milliard de consommateurs qui peut offrir à toutes les entreprises, que ce soit locales ou étrangères qui viennent investir chez nous, une expansion, une chaîne de valeur. Parce que avant de produire, il faut avoir un marché. Nous avons le marché. Donc, quand on a un marché, on n'a pas peur de produire. Parce que c'est la demande qui crée l'offre. Et la demande est là. Au lieu d'aller importer des pays extra-africains, si nous avons la production disponible au niveau local, je pense que les gens ne vont pas hésiter à s'approvisionner au niveau local. Parce que les barrières ne seront plus là. Les... Excusez-moi, c'est la voiture du quartier qui passe là. Actuellement, le niveau du commerce est de 16%. Alors qu'au niveau de l'Union européenne, ils sont à 60% entre eux. Parce que ils se sont débrouillés à avoir un niveau de transformation très suffisante. Ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de chercher autre chose ailleurs. Peut-être surtout la matière première de base. Et ils voient en Afrique leur chèvre nourricière. On va aller en Afrique, prendre les matières premières, amener dans notre continent. Nous allons transformer et nous allons déverser nos produits chez eux. Que même au niveau américain, 40%. Ils commercent entre eux à hauteur de 40%. Comme on dit en Wolof, suma tëggee soxla moom may wàllu yaan. On a le potentiel chez nous. On doit transformer chez nous. On doit consommer chez nous. Parce que là aussi, c'est un maillon faible. Parce que il y a ce qu'on appelle la confiance. Euh, deux produits mis en place, un produit africain et un produit hors africain, européen par exemple, ou bien américain. L'Africain doit prioriser le produit africain. L'Africain doit même faire le marketing pour le produit africain. Moi, je ne dirais qu'aucun produit hors Afrique est meilleur que nos produits. Tout en sachant qu'il y a beaucoup d'efforts à faire sur le plan normes, sur le plan respect des conditions de fabrication et sur le plan packaging pour la vente de nos produits. Parce que le packaging joue un rôle important. Parce que quand tu fais un excellent produit, si elle n'est pas bien présentée, l'attraction peut faire défaut. Il y a des gens qui font des produits banals, mais bien emballés. Rien que l'emballage, ça attire. Comme on dit, quand il s'agit par exemple d'un produit alimentaire, quand il est bien présenté, ça donne l'appétit. Quand je fais mon plat de riz au poisson, je la présente bien, je dresse bien ma table avec des couverts bien alignés. Même si tu n'as pas faim, ça donne appétit et ça donne envie d'y goûter. C'est la même façon sur le plan production. Je fais mes produits manufacturés, j'essaie de bien la présenter,
un bon packaging, une marque bien présentable, et je pense que ça peut attirer les Africains. Et aussi qu'il y ait une, euh, une communication qui commence par nos autorités, qu'ils commencent par utiliser dans la commande publique tout ce qui est produit africain, que ce soit mobilier, que ce soit lors des séminaires et des ateliers, qu'on consomme nos produits locaux, que ce soit sur le plan vestimentaire, nous portons tout ce que nous fabriquons au niveau africain, etc. J'en passe. Et je pense que ce n'est que comme ça que nous pouvons encourager nos industriels, encourager nos producteurs. Également, la ZLECAf pour nous donner des opportunités pour la transformation, stimuler l'investissement qui fait accroître la valeur ajoutée manufacturière, qui ne représente aujourd'hui que 1,8% de la production mondiale. Vous voyez ce chiffre, il est tellement faible. Cela veut dire qu'au niveau mondial, on ne représente qu'une infime partie. C'est-à-dire qu'ils ne nous considèrent même pas en tant que pays industrialisé. Parce que c'est vrai. Si tu prends parmi les 54 États africains, il y a que quelques États qui sortent du lot, 6 ou bien à une dizaine, qui ont un niveau d'industrialisation respectable. Mais les autres, ce n'est que de la consommation. Les petites et moyennes industries. Je prends l'exemple du Sénégal que je connais mieux, où 90% de nos industries, c'est des PME, PMI, qui ont une faible productivité, parfois qui ont même des difficultés à accéder au foncier. Tu vois, les femmes transformatrices, souvent, c'est dans leur arrière-cour, souvent c'est dans les cuisines de leur maison, soit c'est dans leur maison même qu'ils font la transformation. Alors que s'il y a des espaces dédiés à la transformation industrielle, elles vont s'en sortir. Certes, le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Depuis 2015, l'avènement des projets agropoles industriels. À travers les 5 pôles que nous avions, aujourd'hui, nous parlons de 8 pôles territoriaux. L'agropole sud, l'agropole nord, l'agropole centre, est et ouest. Moi, je dis que si ces projets bien pensés et bien ficelés sont mis en œuvre, je pense que toutes nos difficultés seront que des souvenirs. Maintenant, tout ce que nous faisons, c'est d'exhorter à la mise en œuvre de tous ces projets. Sur le développement des chaînes de valeur, je l'ai dit tantôt, l'extraction des ressources naturelles, nous avons des matières premières africaines. Nous devons avoir des politiques très fortes pour empêcher même d'exporter les produits à l'état brut, qu'on les transforme au niveau local. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Je donne un exemple. Moi, ministre de l'Industrie et du Commerce, je ne peux pas avoir l'intention de créer des agropoles, c'est-à-dire de la fourche à la fourchette, transformer nos matières premières locales en fonction des zones de production. Maintenant, dans un autre ministère, je donne un exemple, ministère de l'Agriculture qui a un plan d'exporter ses produits. Vous voyez, il faut une cohérence au niveau des politiques. C'est-à-dire que si le ministère de l'Agriculture encourage la production, augmente le niveau de production de certaines spéculations, de certaines filières, in fine, ces filières doivent faire l'objet de transformation par le ministère de l'Industrie et l'objet de commercialisation par le ministère du Commerce. Mais, par exemple, le ministère de l'Agriculture ne peut pas avoir un plan d'exportation des produits à l'état brut. Même si là, peut-être, on essaie de produire en excédent, oui, transformer une partie, exporter une partie et consommer une partie. Et là, on sera sur le juste milieu. Mais toujours est-il qu'il faut qu'on puisse atteindre d'abord l'autosuffisance d'abord en matière première, avoir des chaînes d'approvisionnement bien suivies, c'est-à-dire que quand je suis un industriel, j'installe mon unité, je peux savoir exactement où je peux me procurer en matière première. Il faut aussi savoir, une fois mes produits faits, où est-ce que je vais la commercialiser. Il y a beaucoup de marchés qui sont mis en place par l'État du Sénégal, à savoir le marché d'intérêt national. Ils ont mis aussi sur le système de transport la gare des gros porteurs. Il y a beaucoup d'initiatives. Toujours est-il que ce sont de très bonnes initiatives, mais il faut toujours essayer d'améliorer, avoir une mise en œuvre effective de tous ces projets, stratégies et politiques publiques que nous avons en place. La transformation pour la valeur ajoutée du continent.
Chaque pays doit pouvoir voir sur quelle filière nous avons des avantages comparatifs. Essayer de se spécialiser sur cette filière. Au Sénégal, nous savons sur le secteur agroalimentaire, nous avons des avantages sur certaines filières. Sur les produits halieutiques, on exporte beaucoup de produits halieutiques en Afrique, mais avec une transformation infime. Également, sur les bouillons culinaires, je peux dire on est les premiers. Nous en avons 3 à 5 grandes entreprises qui font des bouillons culinaires. Par exemple, si je regarde nos statistiques d'exportation de produits transformés, c'est les produits halieutiques qui viennent en première position, les bouillons culinaires. Je parle des produits transformés, bon, et quelques minéraux, les huiles. Regardez ces filières où nous avons un réel potentiel, les transformer et les exporter, faire de la valeur ajoutée africaine. Là, c'est juste l'exemple du Sénégal que je donne. Mais je prends un autre pays, il y a d'autres potentiels qu'ils ont. Je prends la Côte d'Ivoire, j'ai donné là tantôt l'exemple du cacao. Je prends les pays de l'Interland, j'ai donné l'exemple du coton. Ils ont d'autres produits. Sur le plan agricole, ils sont très bien. Par exemple, le Mali fait de la pomme de terre, etc. Le Burkina font de la mangue, font le sésame. Donc, c'est des produits qui sont à fort potentiel de valeur ajoutée et qui peuvent apporter une valeur ajoutée accrue. Il y a la noix de cajou que nous avons au Sénégal, en Guinée, qui sont des produits très porteurs. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Tous nos noix de cajou sont exportées en Inde. Les Indiens viennent ici, prennent nos noix de cajou, les amènent dans leur pays, les transforment et nous ramènent ça. Il faut qu'il y ait des distributions régionales, qu'il y ait des centrales d'achat. Si un pays africain a besoin de matières premières, on regarde d'abord la disponibilité au niveau africain. On essaie de faire le link, la mise en relation entre les pays transformateurs et les pays qui ont la disponibilité en matières premières. Et là, la matière première ne sort pas de notre continent et la transformation se fait à notre continent et ça peut se vendre et toujours tout en free zone. Pourquoi? Parce qu'on s'est accordé des avantages préférentiels. Parce que c'est ça, in fine, la zone de libre-échange. Sur le commerce des marchandises, c'est des avantages préférentiels que nous avons entre nous. J'exporte un produit vers un pays africain. Ce pays africain ne demande pas les droits de douane sur ce produit. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans le régime préférentiel. Moi, au Sénégal, j'ai besoin d'une matière première venant d'un pays africain. Je l'importe, je l'utilise pour la transformation. Je ne paye pas les droits de douane sur cette matière première parce qu'il y a l'avantage qu'ils m'ont accordé dans le régime préférentiel. Donc, on consomme africain, on produit africain, on se procure, on s'approvisionne en matière première africaine. Et ça me fait une chaîne de valeur régionale. Et ça donne même l'idée de créer des clusters au niveau des frontières, créer des zones économiques spéciales transfrontalières au niveau de chaque frontière du pays. Sénégal, nous avons ces initiatives avec la Guinée et la Gambie. Le Sénégal et la Gambie sont frontaliers, d'ailleurs on peut dire même que c'est les mêmes peuples. Aller jusqu'à la frontière, implanter une zone économique spéciale à vocation de production sénégalo-gambie. Aller à la frontière guinéenne, installer une zone économique spéciale à vocation de transformation des produits sénégalo-guinéens. La matière première guinéenne transformée au niveau de la zone qui est au niveau de la frontière, ce produit est un produit sénégalo-guinéen. Parce que c'est la matière première sénégalaise que je transforme, la matière première guinéenne que je transforme, tout mélangé, ça me donne des produits sénégalo-guinéens. Et ça circule librement et ça crée une valeur ajoutée locale. Et dans ce cas de figure, l'Africain, le Sénégalais, le Guinéen n'aura plus besoin d'aller voir ailleurs. Parce que ça nous permet de gagner en termes davantage sur les coûts, davantage sur la disponibilité de la matière première et les coûts de facteurs de production seront moindres. Parce que quand je me procure une matière première où je ne paye pas les droits de douane, ça c'est un coût de facteur de production, ça devient moindre. Quand j'ai la zone économique spéciale, des terrains bien faits au niveau de la frontière, l'avantage foncier et plein d'autres avantages que la zone économique spéciale peut procurer à l'entreprise sénégalo-guinéenne. Toujours dans cette
chaînes de valeur. Je l'ai dit, création des chaînes de valeur régionales intégrées qui font des spécialisations en termes d'avantages comparatifs. Et ça favorise la transformation. Et ça va nous éviter. Et ça va réduire nos dépendances que nous avions au niveau des importations. Et ça va aussi encourager surtout ce qu'on appelle le partenariat entre États africains. Parce que jusque-là, quand on parle de partenariat, chez nous et tous, hein, c'est une déformation. On ne parle pas de partenariat entre Sénégal, Gambie, Sénégal, Guinée. On parle de partenariat avec l'Union européenne, de partenariat avec la GIZ, le partenariat avec l'USAID, etc. Mais on ne pense pas partenariat Sénégal-Guinée, Sénégal-Gambie, Sénégal-Cameroun, Sénégal-Afrique du Sud. Bien que nous avons une coopération, des coopérations bilatérales développées. Avec l'avènement des nouvelles autorités, ils sont en train de donner un nouveau souffle à la coopération bilatérale africaine, d'où l'avènement du ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Je pense qu'on est dans cette dynamique. Maintenant, il reste à maintenir cette dynamique et la rendre plus effective et utiliser ce que nous avons comme instrument, qui est la zone de libre-échange continentale, pour répondre à nos besoins en tant qu'État africain. Maintenant, ce que la ZLECAf peut apporter à notre industrie au niveau africain, j'en ai parlé, hein, c'est les économies d'échelle, parce qu'on aura un marché élargi et une production optimisée, parce que la matière première sera locale, la réduction des coûts, les tarifs douanières et l'accès aux intrants, je l'ai dit, une innovation accrue. Parce que, il y aura 54 États africains, hein, ça ne sera plus UOMA 8 pays, CEDEAO 15 pays, mais c'est 54 États africains aussi. Chacun va essayer de tirer son épingle du jeu. Donc, il y aura ce qu'on appelle une concurrence, mais qui va stimuler la recherche et le développement. Parce que chacun va essayer de faire les meilleurs produits. Là, j'ai donné les chaînes de valeur régionales, mais j'ai donné la région ouest africaine. Mais chez les Maghrébiens, ils commencent à essayer ces initiatives dans les pays, que ce soit la Tunisie, que ce soit le Maroc, l'Algérie. Ils essayent de mettre des zones économiques spéciales entre leurs frontières. Donc, chacun va essayer de faire le meilleur produit parce que le consommateur, in fine, aura le choix. J'ai 54 États, tous font des produits, mais je vais essayer de voir la qualité au meilleur prix. Et aussi, ça va permettre aussi d'améliorer la qualité des produits. Parce que qui dit zone de libre-échange parle de commerce intra-africain, de commerce international. Donc, il faut respecter les normes. Parce qu'une fois qu'un commerce se fasse entre frontières, les normes entrent, qui sont des questions de santé publique. Parce que là, je prends Sénégal-Mali, je ne peux pas amener un produit du règne végétal sans l'accompagner d'un certificat phytosanitaire. Parce qu'il va de la santé publique. Parce que le Mali ne sait pas sous quelles conditions j'ai produit mes légumes, sous quelles conditions j'ai produit mon arachide. Donc, si je dois lui amener ça, je lui montre un certificat phytosanitaire pour montrer que mon produit n'a aucune nuisible, n'a aucun microbe qui est nuisible à la santé de la population. Donc, ça va permettre d'avoir des normes continentales harmonisées. Mais au niveau de la ZLECAf, nous avons pensé à tout ça, à tout ce qui est les barrières non tarifaires, les obstacles techniques au commerce, les normes SPSS. Donc, c'est tout un arsenal juridique de normes qui est mis en place pour qu'on ait un commerce équitable, un commerce cohérent, mais un commerce bénéfique à nous, a un impact aussi pour améliorer la compétitivité industrielle par la facilitation des échanges. J'en ai parlé parce qu'il n'y aura pas de coûts, les droits de douane seront réduits, les normes seront également, ça permet aussi de favoriser l'emplacement progressif de l'exportation en faisant ce qu'on appelle l'import-substitution, tout en stimulant la collaboration régionale et développer les produits compétitifs au niveau mondial. Pour la création d'emplois et le développement des compétences, il faut une formation technique, des compétences spécialisées pour répondre aux besoins émergents. Oui, le monde universitaire,
la formation professionnelle a du pain sur la planche parce que on va entrer dans l'ère de l'industrialisation qui a ses exigences. Il faut des compétences spécialisées dans tous les sous-secteurs, que ce soit la transformation agroalimentaire, que ce soit la transformation technologique pour les industries à haute valeur ajoutée. Il y a des emplois manufacturiers aussi, et ça va créer des opportunités pour les secteurs à transformation de haute valeur ajoutée, parce que si le capital humain est là, l'emploi peut être garanti. Mais si on forme, on sort, on vous dit, qu'est-ce que vous savez faire? Les entreprises recrutent dans l'entreprise, faire beaucoup en formation. Je pense que il faut privilégier les écoles de formation métiers sur toutes les filières. Également, l'innovation technologique. Parce qu'on est l'innovation qui permet de développer nos économies. Toujours de pencher à produire à moindre coût avec l'utilisation des équipements innovants, l'utilisation des procédés innovants également et faire des produits innovants. Parce que pour avoir des produits compétitifs, il faut que réduire la consommation d'énergie, avoir des machines intelligentes qui peuvent produire et qui ne consomment pas beaucoup d'énergie, avoir des procédés faciles et innovants qui peuvent permettre de produire des quantités à grande échelle, parce que si on veut exporter, il faut que les quantités soient énormes. Si on veut nourrir l'Afrique aussi, il faut qu'on produise de grandes quantités, parce qu'on est un continent de consommateurs où il y a une jeunesse qui consomme, machallah, mais il faut une production suffisante, parce que sinon la dépendance va continuer. Toujours dans la création d'emplois et le développement des compétences, la ZLECAf peut stimuler hein, et générer beaucoup d'emplois dans le secteur manufacturier et technologique. Donc, cette dynamique peut favoriser la formation des jeunes, la montée des compétences qui peut contribuer significativement à diminuer le chômage et améliorer les conditions de vie. Parce que tout ce que nous parlons, que ce soit le développement industriel, que ce soit la zone de libre-échange, le développement du commerce intra-africain, in fine, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations africaines. Comment on améliore les conditions de vie? Il faut un développement, il faut de la croissance. Comment se développer? Comment avoir de la croissance? Il faut de la production. Donc, c'est un cercle qui induit, un effet induit l'autre. On transforme, oui. On a les produits transformés et les produits dont nous avons besoin. On commercialise entre nous. On crée de l'emploi, on crée de la valeur, on crée une croissance accrue et une croissance endogène. Et in fine, ça va changer les conditions de vie des populations. Parce que chacun pourra tirer son épingle du jeu. Celui qui décide d'entreprendre, s'il entreprend, il peut trouver son bénéfice. Celui qui est bien formé, s'il est employé par les industries installées, il peut avoir un bon salaire et améliorer sa qualité de vie. In fine, la somme de tous ces résultats font que le pays va avoir une croissance accrue, mais également une croissance endogène, sentie par la population. Parce qu'il y a des débats qui se posent très souvent. On a une croissance du PIB de 6%, de 7%, de 8%. Mais quel est l'impact sur la population? Est-ce que cette croissance est créée par nos industries locales africaines? Est-ce que cette croissance est redistribuée? Est-ce que cette croissance est sentie? Est-ce que cette croissance est endogène? Je pense que si cette ZLECAf, si cette opportunité qui nous est donnée en tant qu'État africain, en particulier en tant que Sénégal, si c'est bien utilisé de façon efficiente, je pense qu'on peut tirer notre épingle du jeu. Et en parlant aussi de création d'industrie, ça attire les investissements, mais l'investissement aussi modernise. Hein, en, en investissant, ça modernise les infrastructures industrielles. J'ai dit des équipements innovants, des modes de transformation innovants, les réseaux de télécommunications,
le transport, le système de transport multimodal, ferroviaire, maritime, terrestre et aérien. Il faut que tous ces secteurs soient bien développés, avec des emplois qualifiés et l'émergence de hubs industriels. Nous, on a parlé de hubs miniers Afrique de l'Ouest, mais on peut avoir des hubs de matières premières dans certaines zones, des hubs textiles, hubs technologiques. Ça peut se faire à travers tout le continent. Mais tout ce que nous avons en matière de technologie, on l'importe. Et pourtant, le potentiel est là. Le capital humain est là. Je pense à voilà des pistes sur lesquelles on peut, on peut réfléchir et trouver des solutions. Également, sur le plan défi, oui, c'est beaucoup de chantiers, beaucoup de défis pour surmonter, pour arriver au résultat voulu, l'harmonisation des politiques. Parce que dans un premier temps, on a mis la ZLECAf, mais il faut qu'on aligne nos stratégies industrielles. Sénégal en a, la Guinée en a, le Cameroun en a, l'Afrique du Sud en a, etc., au niveau de tous les États africains. Mais il faut des cadres cohérents dans les différents pays membres. Il faut qu'on ait les stratégies. Il faut qu'on veut avoir un destin commun. Il faut qu'on puisse avoir la pensée Afrique unie, Afrique commun. Parce que c'est seulement en étant unis qu'on peut avoir le développement. Les infrastructures sont insuffisantes, c'est des défis à relever aussi. J'en ai parlé tout à l'heure, les réseaux de transport, ça laisse à déplorer. La plupart du temps, je reçois dans mon bureau des gens je leur parle des opportunités que nous avons, ZLECAf, UEMOA, CEDEAO, mais qu'est-ce qu'ils me disent? Oh, madame, c'est difficile d'exporter en Afrique. Effectivement, ils ont raison. Donc, il va falloir les politiques de transport soient corrélées à la ZLECAf. Les politiques industrielles soient corrélées à la ZLECAf. Même les mécanismes de financement, parce qu'il y a un accès limité au financement, surtout pour les paiements, le système de garantie. Les PME peinent à avoir des garanties. Il faut des financements innovants et adaptés à nos petites et moyennes entreprises et les industries naissantes parce que on va vouloir les protéger parce que un bébé qui a 2 ans et celui qui a 10 ans, ils n'ont pas la même maturité. On ne peut pas les faire un traitement égal. Il faut protéger un peu celui qui vient de naître, le temps qu'il puisse marcher et qu'il puisse courir au même titre que celui qui a 10 ans. Je pense que tout ça, ce sont des défis auxquels on doit faire face et essayer de les surmonter. Donc, c'est des défis majeurs qui nécessitent des attentions particulières, des régulations efficaces du commerce pour éviter ce qu'on appelle les concurrences déloyales, les, le dumping, etc., pour éviter que certains acteurs puissent garantir une concurrence équitable entre les États membres. Parce que c'est vrai, en termes économiques, chaque État est souverain, mais quand on a décidé de s'unir, quand on a décidé d'aller ensemble, quand on décide de se développer ensemble, on doit prendre en compte tous ces éléments-là pour qu'on puisse décoller nous tous ensemble. Les disparités économiques entre les nations posent également un défi, hein, un défi d'équité qui nécessite des mécanismes de compensation et d'accompagnement pour les économies les plus vulnérables face à l'ouverture. Oui, à ce jour, il y a certains États qui sont sceptiques à l'ouverture. Et puis, c'est normal, et puis c'est compréhensible, parce qu'il y a des économies plus développées et d'autres moins développées. Si on prend le Mali, le Burkina, le Niger, même le Sénégal, hein, tu le compares à l'Afrique du Sud, tu le compares à l'Égypte, tu vois qu'il y a une inéquité entre les niveaux de développement. Donc, il y a des mécanismes aussi que l'Union africaine a pensé pour la compensation de certaines pertes éventuelles de recettes. Parce qu'il y en aura, parce que c'est une libéralisation tarifaire. Si le pays qui reçoit beaucoup et qui n'exporte pas peut subir des pertes de recettes, parce qu'on sait que nos États dépendent des impôts, dépendent des droits de douane, autant pour moi. Les droits de porte. Avec la ZLECAf, les droits de porte sont éliminés sur les 90% des lignes tarifaires. Donc, ça peut donner des pertes de recettes. Donc, des mécanismes de compensation pourraient donner un certain équilibre avec certains États qui ne sont pas au même niveau de développement.
Quelques recommandations. Je pense que j'ai épuisé mes 30 minutes. Je viens de regarder. Accélérer les réformes économiques. Oui, les réformes, il le faut. Et de façon permanente, simplifier les procédures administratives, veiller à une réglementation qui améliore le climat des affaires pour faciliter une intégration économique effective. Investir surtout dans les infrastructures, les réseaux de transport, l'accès à l'énergie, les technologies, les communications, pour connecter les marchés. Parce que les marchés africains manquent de connexion. Créer des incitations adaptées également. Mettre en place des mécanismes de financement et des avantages fiscaux pour soutenir les paiements industriels, pour encourager l'innovation et renforcer les compétences. Oui, les compétences techniques et professionnelles pour accompagner la transition industrielle et préparer une main-d'œuvre africaine. Préparer une main-d'œuvre africaine qui va faire des produits made in Africa et qu'on va échanger entre nous, Africains. Et également, ce succès comme moteur d'industrialisation dépendra de la mise en œuvre efficace d'une coopération entre les États. Et surtout, parce qu'on sait que dans nos États, la majeure partie, c'est la politique qui prédomine. Il faut une volonté politique affirmée pour structurer le secteur manufacturier compétitif et durable. Je prends l'exemple du Sénégal. Le Sénégal peut être industrialisé avant 2050, carrément. Mais cette volonté politique qui est manifestée par les nouvelles autorités, si elle est mise en œuvre, je pense qu'on peut espérer être un pays industrialisé. Parce que nous avons tout. Nous avons le capital humain, nous avons les matières premières et nous avons une tradition d'industrie, bien qu'elle ne soit pas très développée. Donc, il suffit juste. Et aussi un secteur privé fort qui s'implique, un secteur privé national fort qui s'implique. Et je peux dire que la ZLECAf vient être en plus une opportunité historique pour transformer nos économies africaines, pour réduire de façon drastique les importations hors Afrique et positionner le continent comme un acteur industriel significatif sur la chaîne mondiale, capable de créer de la valeur à partir de ses ressources propres. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Mohamed. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame Manga, pour cette communication aussi riche en quantité comme en qualité. De toute façon, vous nous avez parlé, en tout cas, les effets positifs d'une industrialisation en Afrique, ainsi que ses limites. Et j'aimerais beaucoup, avant tout, vous poser une question générale, parce que profitant de votre présence, Madame Manga, qui a participé aux négociations de la mise en œuvre de la ZLECAf, mais est-ce que vous, réellement, vous croyez à cette zone de libre-échange continentale africaine? En tout cas, une zone de libre-échange continentale africaine qui existe dans aucun continent. Cela n'existe nulle part. Mais est-ce que croyez-vous que les Africains auront cette possibilité de réussir de mettre en place une zone de libre-échange continentale africaine? Déjà, la prouesse, elle est diplomatique parce qu'elle est là, la ZLECAf, elle est là. Mais est-ce que croyez-vous que cela pourrait aboutir aux effets escomptés, Madame Manga? Bien sûr, parce que c'est le souhait de nos États. Comme je l'ai dit dans ma présentation, si ce que nos pères fondateurs, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé avec un agenda accompagné de plusieurs mesures, ont décidé de s'unir en Afrique. Si chacun tient parole, si chacun d'entre eux y met la volonté, je pense qu'on peut y arriver. Euh, Tout ce qui peut inhiber la bonne marche de la ZLECAf, c'est qu'il y ait des voix discordantes ou bien un désengagement. Et je pense que l'Afrique n'a pas intérêt, parce que je pense que c'est une chance inouïe que nous avons en pensant à cela. On est en État, de zone de libre-échange la plus importante. Il n'y a aucun autre accord qui regroupe autant d'États dans le monde, le plus grand.
Bon, d'autres me diront que la Chine a un marché qui est beaucoup plus grand en termes de population. Mais la Chine, c'est parce que ce sont des populations, ce sont des pays très peuplés. Mais en Afrique, 54 États africains décident. Et les 54 ont signé d'un seul coup. Je pense que ça montre une réelle volonté. Oui, effectivement, vu la célérité sur laquelle l'accord a été mis en place, on voit que les Africains s'engagent pour cette zone de libre-échange continentale africaine. Et la ZLECAf qui constitue ainsi un levier extraordinaire de croissance des échanges au sein du continent. En décalage, pour tout à l'heure, tu en as parlé, l'Afrique qui est à 16% contre 60% en Europe. Mais est-ce que la ZLECAf peut-elle envisager réussir sans mettre en œuvre une intégration industrielle? Parce que mettre en place une zone de libre-échange continentale, c'est simple, ou bien, pour ne pas dire simple, mais en tout cas, ce qui caractérise une zone de libre-échange, c'est d'avoir quelque chose à échanger. Est-ce que l'Afrique a quelque chose à échanger? C'est-à-dire pour revenir un tout petit peu sur l'aspect, la fondamentalité de l'industrie en Afrique. Euh, Monsieur Mohamed, Oui. la première, moi je dirais, la première, Mhm. ou bien le premier levier Mhm. de réussite de cette ZLECAf, c'est l'industrialisation de l'Afrique. Effectivement. Et d'ailleurs, ça faisait partie des premiers objectifs. Mhm. Les chefs d'État ont mis en place cette ZLECAf, c'est pour l'industrialisation de l'Afrique. Si vous regardez bien euh, le protocole sur le commerce de marchandises et ses annexes, les règles d'origine, vous voyez, c'est juste dans le souci de favoriser l'industrialisation de l'Afrique. Toutes les règles, moi j'ai participé à la négociation de toutes les règles ont été négociées sur la base d'une transformation. Si vous voyez sur toutes les règles qui sont conclues, sauf les textiles et les véhicules, pourquoi ça pose problème jusqu'à présent? Parce que c'est un moyen très important. Et ils ont même décidé d'en faire des stratégies. Ils ont décidé de faire une stratégie sur le secteur textile et une stratégie sur les automobiles. Pour vous dire à tel point que ça les intéresse. La majeure partie des règles aussi ont été adoptées sur la base d'une valeur ajoutée. C'est-à-dire, on te permet de produire, mais à condition que tu aies un minimum de matières non originaires, c'est-à-dire un minimum d'importation. Pour certaines filières où on a jugé que nous avons le potentiel en matière première, c'est la règle de 100%, c'est-à-dire entière obtention. Toutes les matières premières doivent être d'origine locale. Donc, je pense que la volonté ne pas être plus grande que ça. Tout à fait, Vous Madame me Manga. permettez, Mohamed, pour renforcer, si vous me permettez, excusez-moi. Oui, oui, oui. Donc, pour aussi à tous ceux qui participent dans ce panel, vous pouvez agir sur le chat. Donc, si vous avez des questions ou bien des suggestions, vous pouvez les écrire. Après, je pourrai les apporter. Mais avant, Madame Dia, s'il vous plaît. Donc, juste pour revenir à Madame Manga, parce que dans votre communication, vous avez parlé de la transformation de nos ressources locales. Et à cet égard, nos efforts d'industrialisation porteront prioritairement sur la transformation de ces ressources. Et plus important encore, partout dans le monde, l'industrialisation est l'avenir de l'agriculture, car elle assure ses débouchés, augmente sa productivité et ses revenus. Et les meilleures productions agricoles de qualité se trouvent en Afrique. La réputation du meilleur vin est produite en Afrique du Sud. Le meilleur thé est produit au Kenya. Le meilleur café est produit au Cameroun. Pourquoi l'Afrique pense toujours à l'exportation? Comme si nous vivons toujours dans l'ère de la colonisation avec des programmes de développement qui ne fonctionnent pas. Et surtout, l'échec se justifie du fait que la croissance économique en Afrique n'a guère décollé. En 2000, le PIB de la région était à peine supérieur à 7%. Donc, à son niveau de 1960. Donc, l'Afrique qui toujours produit les meilleures productions agricoles tarde à les transformer industriellement pour pouvoir nourrir sa propre population.
Pourquoi? Donc, qu'est-ce que vous envisagez pour que cela aboutisse, pour que cette tendance se renverse, Madame Manga? Excusez-moi, Mohamed, j'avais perdu un peu le son. Excusez-moi, si vous pouvez reprendre un peu votre question, s'il vous plaît. J'ai perdu un peu le son là. D'accord. Donc, vous voyez que l'Afrique a la réputation de produire les meilleures productions agricoles. Comme par exemple, nous achetons toujours des boissons à l'excès. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de nos mangues qui n'est pas transformée. Et malheureusement, cette absence de transformation, voilà, engendre des pertes. Parce que plusieurs de ces mangues, d'habitude, pourrissent dans les champs, à l'absence d'une politique de transformation. Et ce qui se passe au Sénégal passe aussi ailleurs, comme par exemple en Afrique du Sud, le vin sud-africain qui n'est pas transformé, le café camerounais ou bien ivoirien qui n'est pas transformé, le thé du Kenya qui n'est même pas consommé dans le continent. Nous achetons toujours notre thé, toujours thé vert de Chine, mais pas encore thé vert de Kenya. Pourquoi? Pourquoi nous ne sommes pas arrivés à ce stade? Ah, ok. Pourquoi nous ne sommes pas arrivés à un stade où on ne transforme pas nos matières premières? Bon, je pense que je l'ai dit dans mon intervention. Pourquoi on ne transforme pas le café de la Côte d'Ivoire, le café du Burkina, pas du Burkina, le café de l'Éthiopie, etc., le cacao, la mangue sénégalaise, pourquoi on ne les transforme pas? Pourquoi on ne les transforme pas? J'en ai parlé, hein. D'abord, dans un premier temps, c'est une réelle volonté de politique publique d'abord, mais aussi de transformation. Comme je l'ai dit, une transformation doit obéir à des règles. Il faut avoir d'abord des transformateurs, des unités de transformation. Hein. Pour l'avoir, il faut avoir l'accès au financement. Nos économies sont composées de, de petites et moyennes industries. Au Sénégal, 90 à 92%, c'est des PMI qui peinent parfois à avoir d'appui d'entrée du lot, ont pu bénéficier de ces financements. Ça, c'est un. Qu'il y ait aussi des coûts de facteurs de production moins chers. Moi, je viens de Ziguinchor. Hier, j'étais toute la semaine là-bas. Je connais des femmes qui transforment les mangues, qui transforment d'autres produits de la zone, mais elles ont des difficultés d'accès aux produits même. Parce que parfois, les coûts peuvent être très chers. Et l'électricité coûte très cher au Sénégal. Donc, industrialiser, c'est un tout. Il faut que la matière première soit en quantité suffisante et que les chaînes d'approvisionnement soient bien sécurisées. Par exemple, moi, aujourd'hui, Bintou, ou bien vous, Mohamed, si vous voulez faire une transformation en mangue aujourd'hui à Dakar, comment vous allez vous approvisionner? Il faut d'abord que le système de collecte de ces matières premières de mangue soit bien organisé. Vous savez que si vous installez votre unité, où est-ce que vous allez pour vous procurer de ces mangues? Créer un central d'achat, mais vous ne pouvez pas de façon individuelle aller chez ce fournisseur aujourd'hui, aller chez l'autre demain. Ça ne sécurise pas l'approvisionnement de la matière première. Ça, c'est un. Il faut que votre énergie coûte moins cher. On sait que si c'est l'énergie de la Sénélec, ça coûte un peu cher, c'est ce que les industriels nous disent. Si vous voulez passer à une énergie renouvelable, que ce soit l'énergie solaire ou autre, les matériaux coûtent cher également. Peut-être dans ce sens, il y a des politiques qui sont aussi en vigueur. On essaie de les accentuer et de les faciliter ou bien de l'augmenter davantage pour que les producteurs puissent avoir accès à ces productions, à ces facteurs de production. Également, une fois que vous avez vos facteurs, vos matières premières, votre énergie, le financement, parce que pour produire, il faut avoir un financement. Pour de petites unités, on a des difficultés d'avoir des machines adaptées. Les machines coûtent très cher. Une machine pour faire des céréales, minimum 1 million et quelques. Une PME développer la mangue n'est produite que sur 3 4 mois. On installe une unité industrielle, par exemple, à grande échelle. Mais
les 8 autres mois de l'année, est-ce que j'ai la capacité d'avoir ma matière première à temps plein? Une industrie, c'est pas pour fonctionner 2, 3 mois. Une Voilà. Donc, industrie, oui. voilà. Donc, d'où l'importance d'une mutualisation des forces. Donc, c'est là que je voulais vous faire revenir un tout petit peu. Donc, cette transformation des produits, cela ne peut pas se faire unilatéralement par un pays. Même si nous prenons le cas du Sénégal pour la mangue, ou bien, bon, parlons un tout petit peu d'un autre produit, comme par exemple le chocolat. Vous en avez parlé tout à l'heure. Vous voyez que le cacao qui est produit en Côte d'Ivoire traverse toute l'Afrique pour aller exporter aux Pays-Bas, ensuite transformé en chocolat. Donc ce chocolat est revendu sur le continent beaucoup plus cher. Donc pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire à elle seule ne peut pas transformer cette cacao parce que, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a ce que l'on appelle l'absence de financement. La Côte d'Ivoire n'a pas ses moyens, n'est-ce pas? Donc, si nous avons une mutualisation des forces, si par exemple, parce que c'est pas uniquement la Côte d'Ivoire qui produit le cacao, il y a la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Togo qui représentent 70% de l'offre mondiale du cacao. Voyez ces pays-là, 4 pays africains produisent 70% de l'offre mondiale en cacao. Néanmoins, il n'y a pas de coopération entre ces pays. Et c'est aussi le cas, comme par exemple, si nous prenons le cas de l'anacarde, 13 pays sur 15 de l'Afrique de l'Ouest produisent 90% de la production mondiale de l'anacarde. Or, jusqu'à présent, ces pays travaillent très peu. En tout cas, les pays qui consomment plus le chocolat en Afrique, c'est l'Égypte, le Maroc et la Tunisie. Mais ces pays ne produisent pas de cacao. Donc, si les pays d'Afrique du Nord se mutualisent ou qui font une force. Est-ce que nous n'allons pas aboutir à cette force de formation du cacao en chocolat? Donc, c'est par ça que nous attendons la ZLECAf. Nous attendons de la ZLECAf de regrouper les pays africains à produire, à transformer. Ceux qui n'ont pas les moyens et qui ont la matière première s'allient avec ceux qui ont les moyens, mais malheureusement n'ont pas la matière première. Madame Manga. Oui, Monsieur Baye, effectivement, c'est ça qui est recherché. Vous-même, vous avez répondu à la question. Ce qui attend de la ZLECAf, c'est qu'on puisse avoir des clusters au niveau africain, qu'il y ait un développement des chaînes de valeur régionales. C'est-à-dire en identifiant les filières dans chaque zone. Comme vous l'avez dit, sur le cacao, sur le café, sur l'anacarde. On répertorie tous les pays qui font la production. S'il y en a certains qui font la transformation, comme je l'ai dit, on essaie de faire des links entre ces pays, créer des centrales d'achat, avoir des chaînes d'approvisionnement bien structurées, avoir des centrales d'achat où chacun peut savoir s'il veut transformer le cacao en Afrique, au niveau de quel État africain, on a une centrale d'achat qui regroupe l'ensemble des producteurs de cacao pour se procurer ce cacao. Comme par exemple, on lance ça sur les industries de tabac, ils font ça. Par exemple, ils savent où se trouve le tabac un peu partout en Afrique et ils ont des centrales d'achat parce qu'ils sont très bien organisés. Donc, quand je fais du tabac au Sénégal, on a des entreprises qui font ça. Ils savent dans quelle centrale d'achat ils vont aller pour avoir le tabac au niveau africain. De la même façon, je prends l'exemple de la noix d'acajou. On a beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest qui le font. On décide que, par exemple, celui qui produit le plus, on essaie de faire le central d'achat dans son pays. Maintenant, il se sache de collecter de toute la matière première qui se trouve dans ce pays pour l'amener là-bas. Mais par exemple, toujours est-il qu'il y a certains pays qui ont la matière première et qui décident de transformer. Par exemple, Sénégal. On a installé certaines unités dans le sud, à Ziguinchor, pour transformer la noix d'acajou. Donc, mais la production de cajou au Sénégal n'est pas suffisante. La majeure partie, on importe de la Guinée pour transformer. Donc, on peut faire ça dans toutes les autres filières au niveau africain. Effectivement. Donc, nous allons un peu voir au chat avec Boubacar Diallo qui a posé une question en corrélation avec celle de
Patrick Ferras, qui parlent tous les deux des communautés économiques régionales. Donc, vu si, donc, moi, je vais un peu rassembler ces deux questions. Est-ce que ces communautés économiques régionales constituent-elles de tremplin pour la ZLECAf? Ou bien, si nous nous habitons à une zone de libre-échange continentale africaine, est-ce que ces communautés économiques régionales auront-elles une telle efficacité? Oui, Mohamed, Oui. au niveau de la ZLECAf, sur certains actes, Mhm. au niveau des zones de CR, Communauté économique régionale, par exemple, je prends la liste de concessions tarifaires. On a négocié par communauté économique régionale. C'est-à-dire, Sénégal fait partie d'une union douanière, qui est la CEDEAO. 15 États qui ont une même union douanière. En négociant les listes de concessions tarifaires, on est parti sous la bannière de la CEDEAO. L'Union africaine a reconnu 8 communautés économiques régionales au niveau africain. Mais in fine, ce qui est souhaité, c'est que quand la ZLECAf marchera et on arrivera à une union douanière au niveau de la ZLECAF, il n'y aura plus de communautés économiques régionales. Parce que c'est ce qui est recherché. Une Afrique unie, une Afrique une et indivisible. C'est ce qui est recherché dans cette ZLECAF-là. Mais là, on n'est pas encore à ce stade. Mais les communautés économiques régionales continueront d'exister parce qu'ils ont des intégrations beaucoup plus poussées à ce stade où nous sommes. Comme je l'ai dit, on a les unions douanières, on a un tarif extérieur commun et actuellement aussi, euh, au niveau de la ZLECAF, le démantèlement tarifaire se fait de façon progressive. Mais ce qui est recherché, si nous arrivons à ce que l'agenda 2063 souhaite, in fine, il n'y aura plus de communauté économique régionale. On ne va plus parler de communauté économique régionale, on va parler des États-Unis d'Afrique, d'une Afrique unie. Effectivement. Mais que met le gouvernement, donc pour un peu revenir à la question sur le chat de Aïssata Niang, voilà, qui demande quelle est la place de la lutte contre la corruption au niveau de la ZLECAf, la corruption en Afrique. Au niveau de la ZLECAf, corruption, pour le moment, il n'y a pas encore de mécanisme. Mais par exemple, si on prend au niveau de la CEDEAO, au niveau du Sénégal, on a le GIABA. Mais au niveau de la ZLECAF, il n'y a pas encore. Mais in fine, que ce soit au niveau de la ZLECAF, que ce soit au niveau des économies africaines, la corruption est bannie par tout le monde, que ce soit au niveau des États, Mhm. que ce soit au niveau des communautés économiques ou bien que ce soit au niveau africain. Maintenant, quand elle parle de corruption au niveau de la ZLECAF, elle fait allusion à quoi? Je ne sais pas si elle fait allusion aux perceptions illicites au niveau des frontières ou bien elle fait allusion à quoi exactement? Je n'ai pas compris vraiment la question. Salam alaikum tout le monde, c'est Satanyang. Si je peux préciser ma question. Juste, je voulais savoir, en fait, au niveau des différents pays, notamment au Sénégal, on a des ressources publiques et des fois, le système est tel que bah, il y a pas mal de corruption. Donc, je voulais savoir comment, avant même d'avancer sur toutes les idées de la ZLECAf pour développer l'industrialisation au niveau de nos pays, déjà, à la base, est-ce qu'il y a quelque chose qui est envisagé pour mettre en place des fonctionnements qui permettent de limiter les corruptions? Et notamment, on voit par exemple les comment je peux dire ça, les détournements, voilà, souvent de matières premières ou de produits publics. Merci. Merci beaucoup, Madame Niang. Madame Manga, est-ce que vous avez compris la question? Bon, j'essaie un peu de comprendre, Bon, je mais ce pense qu'il faut savoir, je pense qu'il parle de l'insécurité
en tout cas, de commercialiser en Afrique. Parce que souvent, les femmes commerçantes vous disent que dans les frontières, donc les douaniers les fatiguent avec leur demandant des pots de vin. Et vous-même, facile, pour pouvoir voyager plus facilement, donc pour ne pas être contrôlé, est-ce que vous n'êtes pas exigé voilà, de donner des pots de vin aux douaniers pour, donc ça, c'est une insécurité dans une zone de libre-échange continentale africaine. S'assurer que pour pouvoir quitter le Sénégal et aller en Guinée, donc une fois à la frontière, vous devrez donner des pots de vin. Est-ce que je pense bien, c'est moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris sa question. Donc, est-ce que cette politique de zone de libre-échange ne doit-elle pas être accompagnée d'une lutte contre la corruption pour pouvoir faciliter le commerce intra-africain? Exactement. Merci beaucoup, M. Mbaye. Justement, Mohamed, oui, c'est bon. Si c'est à ce niveau, la ZLECAf a mis en place ce qu'on appelle le mécanisme trade barrière, c'est-à-dire les barrières au commerce. Il y a un site, bon, que la ZLECAf a mis en place, j'étais en train de chercher l'adresse même, ou si vous avez fait l'objet d'une entrave, ou bien quel que soit le type, la nature, au niveau d'une frontière, on vous refuse de passer librement, ou bien on fait une perception illicite, on vous demande quelque chose, vous pouvez la signaler. Dans chaque pays, il y a un point focal. Vous entrez sur le site, vous êtes du Sénégal, vous renseignez toutes les informations, vous signalez l'obstacle, que ce soit une perception illicite, ou bien le refus de laisser votre marchandise passer, quel que soit le type d'obstacle, et vous le signalez au niveau de cette plateforme. C'est une plateforme appelée Trade Barrier. J'étais en train de chercher le site pour vous l'envoyer. Pour dire que la ZLECAf a pensé à beaucoup de choses, parce que nous savons que le commerce transfrontalier fait l'objet de beaucoup d'obstacles au niveau, au niveau des frontières. Donc, le site, c'est quoi? C'est tradebarrière.org. Euh, si vous, si vous faites l'objet d'obstacles, vous pouvez le signaler directement, que ce soit une barrière non tarifaire, via l'app, ça peut être téléchargé sur l'application mobile aussi, sur votre téléphone, pour la zone de libre-échange. C'est www.tradebarrière.africa. Vous Merci pouvez beaucoup. signaler tout obstacle rencontré à travers les frontières pour le commerce des marchandises. Pour les frais excessifs, on vous demande beaucoup. Pour les documents non conformes, ou bien vous pensez que vous avez des documents conformes, mais n'empêche qu'on vous demande de l'argent. Donc, c'est ouvert à tout le monde, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour tout acteur qui passe au niveau de la frontière et utilise le commerce intra-africain. Donc, c'est quelque chose que, même à l'instar des communautés économiques régionales, au niveau de la CEDEAO, nous avons ça. Au niveau de Oui. l'UEMOA, nous avons l'Observatoire des pratiques où on signale tous les entraves à la libre circulation des personnes et des biens. Donc, s'il vous plaît, Madame Manga, vous pouvez écrire le site sur le chat parce que cela peut être utile à Madame Nyang, qui aussi demande si l'adhésion de beaucoup de pays d'Afrique à la ZLECAf suffit-elle pour le développement industriel en Afrique sans de sérieuses réformes institutionnelles. Et par cette question, moi, j'ai compris que même si la ZLECAf constitue une marche forcée pour l'industrialisation, mais quand même, l'industrialisation a des limites en Afrique. Tout à l'heure, quand vous en avez parlé, le prix de l'électricité en Afrique. Parce que dans beaucoup de pays africains, plus de l'électricité, le kilowatt coûte 0,25 $. Donc, deux fois plus cher que le moins dans le monde. Donc, cet accès instable ou bien non fiable même à l'énergie peut réduire la capacité de l'Afrique à l'industrialisation. Et ce qui est paradoxal, c'est que l'Afrique est le continent qui a beaucoup plus d'opportunités en matière d'électricité, avec les ressources éoliennes, les ressources énergétiques, le pétrole et le gaz, les ressources non renouvelables et renouvelables, le soleil. Mais pourquoi l'énergie coûte beaucoup plus cher en Afrique qu'ailleurs?
ailleurs dans le monde. Et malheureusement, l'Afrique ne participe que 7% de l'énergie mondiale. 7%, alors que nous avons toutes les capacités pour produire plus d'électricité dans le monde. Et aujourd'hui, 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Donc, avec toutes ces carences en matière d'énergie, en matière d'électricité, quand est-ce que l'Afrique et comment l'Afrique pourrait atteindre à cette industrialisation que nous prenons dans le cadre de la ZLECAf, Madame Manga? Monsieur Mbaye, Oui. pourquoi l'énergie coûte cher en Afrique? L'énergie, c'est une industrie, c'est une transformation. Comment on obtient l'énergie? En transformant des ressources énergétiques pour avoir que ce soit des ressources pétrolières ou bien gazières. Mhm. Au Sénégal, nous avons le pétrole et le gaz, mais si nous ne le transformons pas, l'énergie ne sera jamais moins chère. Si on l'extrait à l'état brut et sans raffinage, sans production d'énergie, parce que l'énergie, c'est une production à base de matières premières. Parce que ce qui fait défaut en Afrique, c'est qu'on ne produit pas l'énergie. Nous avons les ressources naturelles énergétiques, mais on ne la transforme pas. Ce que nous utilisons comme fuel et tout ça là, c'est importé. Ce que nous utilisons au niveau de la Sénélec. Bon, au Sénégal, ils ont commencé récemment. Il y a quelques jours, on dit qu'on va basculer au gaz. Espérons que ça donne ses fruits et que l'énergie coûtera moins cher au Sénégal. On ne demande que ça. Nous avons des réserves de pétrole et de gaz. Si on les transforme et à l'usage des Sénégalais, peut-être on peut espérer que ça coûte moins cher. Mais ce que nous avons ici, est-ce que les autres pays l'ont? Certains l'ont, mais est-ce qu'ils le transforment? Mais est-ce qu'ils le transforment dans leur pays eux-mêmes? Vous avez entendu l'histoire de Dangote au Nigeria? C'est les industries étrangères qui produisent l'énergie là-bas. Quand il a ouvert son industrie pour faire de l'énergie, mais il manquait de matières premières alors que les matières premières produites au Nigeria. Vous voyez? Il a fallu qu'il fasse je sais pas, de la communication, du lobby pour qu'on puisse lui vendre de la matière première pour qu'il puisse faire le raffinage lui-même, qui est un Nigérien. Vous voyez tout cela? Donc, c'est une production d'énergie qui donne une énergie parce que un produit que tu ne fais pas toi-même, ça ne peut pas coûter moins cher. Même si on prend le substituable, l'énergie renouvelable, on dit qu'en Afrique, nous avons du soleil 365 jours sur 365. Mais ce soleil-là, pour pouvoir le capter, on utilise des appareils, nous utilisons des batteries, nous utilisons des plaques solaires. Mais est-ce que ça, nous les produisons? Nous l'importons? Mais si on avait des industries qui produisent des plaques solaires, qui produisent des batteries, on peut capter l'énergie solaire et avoir une énergie à moindre coût. Donc, si on raffine notre pétrole, notre gaz, on peut avoir de l'énergie à moindre coût parce que c'est produit ici. Il n'y a que ça. Donc, pourquoi l'énergie coûte cher? Parce que nous l'importons, tout simplement. D'accord. Donc, tout part de l'industrialisation. Je disais que donc tout part de l'industrialisation. Même pour avoir une électricité moins chère, il faut s'industrialiser. C'est N'est-ce tout. pas? Voilà. C'est le Donc, moteur de la croissance. effectivement, cela se voit clairement. Donc, je vois mon ami Cherna Fall, qui lève sa main. Donc, Cherna, vous pouvez intervenir juste pour 2 minutes. Voilà, bonjour tout le monde. J'espère que vous me recevez. Vous me Euh, recevez? je je Oui, pense Chekna. qu'il y a une défaillance technique. Ok. Voilà, Voilà. voilà, là c'est bon. Merci beaucoup. Moi, en fait, j'avais deux préoccupations pour Madame Manga. La première préoccupation, c'est par rapport aux normes harmonisées au niveau de la ZLECAf. Nous voyons aussi que les pays africains, pour la plupart, font partie de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et que aussi là-bas, il y a des normes harmonisées. Maintenant, réellement, comment la ZLECAf ou véritablement l'intégration entre les pays africains va jongler entre le multilatéralisme ou voilà, l'Organisation mondiale et voilà, la ZLECAf.
Sinon aussi, j'ai d'autres préoccupations par rapport quand elle disait, si chacun tient parole, si chacun y met de la volonté, nous pouvons véritablement arriver à une Afrique intégrée, développée et voilà, industrialisée. Je pense ça aussi depuis 1963, on est à ce stade-là avec l'OUA, avec la CEDEAO, avec l'UEMOA, avec l'Union africaine même. On est toujours dans cette perspective de dire que voilà, si chacun tient parole, si chacun y met de la volonté, est-ce que réellement